Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Quel succès. Désolé pour le petit retard, voilà, inhérent au multitask de l'école et au fait qu'il se passe plein de choses en même temps à plein d'endroits différents. Et voilà. Et donc on souhaitait commencer en laissant l'opportunité à celles et ceux qui souhaitaient venir de venir. Voilà. Donc on est heureux d'accueillir Zoé Ledoux aujourd'hui pour ce cycle de présentation qu'on a inscrit en fait les mardis dans le cadre de notre journée de suivi avec la première année, mais qui sont, comme vous le constatez actuellement, des créneaux ouverts à toute l'école. Voilà. Donc en fait on s'est interrogé avec Denis Prisset sur la coordination de l'année 1, sur qui inviter sur ce deuxième semestre donc, de leur parcours d'études, inviter différentes personnes avec différents profils et qui pourraient leur apporter des choses qui fassent réfléchir un petit peu autrement et qui donnent des perspectives sur voilà, qu'est-ce que c'est créer, qu'est-ce que c'est là le parcours d'une école, qu'est-ce que c'est la sortie d'une école, et faire venir aussi donc des commissaires d'exposition, des théoriciens, théoriciennes, historiens, historiennes de l'art, voilà, qui ne sont pas à l'intérieur de l'établissement, mais qui viennent pour des sujets précis. Et bien souvent, les artistes sont spécialistes d'un sujet en particulier, qui est leur propre travail. Voilà. Et du coup, on a proposé à Zoé, qui a gentiment accepté, merci, de venir aujourd'hui parler d'elle et d'elle. Voilà, donc je te laisse la parole et merci. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier Denis Prisset et Pierre-Laurent Cassière pour cette invitation. J'aimerais recontextualiser un petit peu ma présence ici aujourd'hui en vous parlant en fait de cette invitation à venir présenter mon travail et qui, comme vous allez le comprendre tout au long de cette présentation, que mon travail, en fait, c'est moi, c'est ma vie. Donc, cette conférence sur mon travail est en fait une conférence sur moi. Donc, je vais notamment parler beaucoup de moi, de mon histoire, de ma personne, tout au long de cette présentation. Alors, je vais commencer par énumérer les points principaux de cette conférence. On va tout d'abord parler de l'étymologie de mon travail en étudiant ma racine personnelle. Dans un second temps, nous allons parler de la naissance de mon travail, en abordant aussi la question de mes études d'art. Dans un troisième temps, nous allons parler de l'émancipation de mon travail d'artiste, où nous allons parler du fait de devenir professionnel. Alors, je vais notamment m'intéresser à mon parcours d'artiste après l'école, ainsi que ma sortie d'école, où je vais questionner plus largement les surprises et les aléas que nous pouvons rencontrer en tant qu'artiste après notre diplôme. Je finirai cette conférence par ma conclusion, la conclusion de la conférence, autour de 3 différentes thématiques. Donc, petit A, la vie que j'ai choisie, petit B, l'évolution de mon épanouissement, et petit C, mon conseil à vous donner. Alors, nous commençons tout de suite par l'étymologie de mon prénom. Zoé, qui vient du grec, signifie la vie. Zoé est élégante en toutes circonstances, s'habille avec goût sans trop en faire. Elle est attentive aux détails et sait instinctivement se mettre en valeur. Elle est aussi la reine de la communication, toujours souriante et attentive aux autres. Elle sait quoi dire au bon moment et insuffler bonne énergie et bonne humeur autour d'elle. Au travail, Zoé est un élément essentiel qui stabilise, motive les troupes et apporte des ondes positives. Si elle était un animal, elle serait sûrement une petite abeille, butinant, passant de fleur en fleur. Au milieu de la foule, elle virevolte et semble toujours pressée, mais elle maîtrise très bien le temps qui passe. Elle vit avec son époque et soigne son image. Sans vraiment être calculatrice, elle mène les gens là où elle le souhaite. Zoé noue facilement des relations et sait mettre à l'aise les gens, surtout les hommes avec lesquels elle ne ressent ni jalousie et ni concurrence. Ledoux, donc mon nom de famille, est un nom de famille d'origine française qui a été utilisé pour la première fois par un clan de chevaliers français au Moyen-Âge. De nombreuses sources rapportent que Ledoux est le patronyme du légendaire héros français de l'époque, revenant de Ladoux. Le nom Ledoux possède une signification profonde et symbolique. Les anciens habitants le traduiraient en « le espace doux », ce qui indique une gentillesse et une capacité à bien s'entendre avec les autres.
Cette qualité était visiblement très sincère, car elle a été suivie par leur grâce, leur douceur et leur façon chaleureuse de traiter ceux qui les entouraient. Cette qualité est maintenant transmise aux membres de leur descendance, et le Doubs est un nom qui symbolise le charme et la gentillesse d'une dynastie familiale française. Alors, me concernant, je suis née le 28 mai 1997 à 12h33, ce qui fait de moi une personne Gémeaux, ascendant Lion. Concernant les caractéristiques, cela fait de moi une personne vive, aventurière, communicative, sociable, mais aussi irresponsable, instable et égocentrique. Alors, je suis née et j'ai grandi à Rouen, Rouen qui est la capitale de la Haute-Normandie, devenue Normandie. Rouen est notamment connu pour avoir été le lieu de mort de Jeanne d'Arc, place du Vieux-Marché, mais Rouen est aussi connu pour sa cathédrale et a aussi été le lieu de création des cathédrales de Monet. Rouen est connu pour son architecture gothique et médiévale, avec les nombreuses façades à colombages que l'on trouve dans le centre-ville historique. Alors, un petit tour concernant ma famille. Je vous laisse 2 minutes pour prendre connaissance de mon arbre généalogique. Alors, nous allons rester sur le vivant en s'intéressant à ma sœur. Alors, ma sœur s'appelle Agathe Ledoux. Elle est née le 15 mai 1994. Agathe a 29 ans à Rouen. Elle habite actuellement sur l'île de Gvaløya, qui est une île située dans le cercle polaire norvégien. Agathe est guide alpin en tant que profession et porte une influence très importante dans ma vie. Concernant ma mère s'appelle Marie-Armelle Ledoux. Elle est née le 25 novembre 1968 à Reims. Ma mère habite à Rouen aussi, en Normandie, et est actuellement secrétaire. Elle porte une influence plus ou moins importante sur ma vie. Alors, me concernant enfant, on va aborder mes traits de personnalité. Donc, je vous laisse juste prendre part. Mais déjà, on peut déjà deviner avec ces 2 images quelles pouvaient être mes caractéristiques, mes traits de personnalité en étant enfant. Alors, on va faire un saut dans le temps et nous allons clore ce chapitre de l'enfance et de la famille pour commencer à aborder les études d'art qui a suivi en fait toute ma période du lycée. Alors, j'ai commencé mes études d'art à l'ENSBA, à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, en faisant une classe préparatoire d'1 an. Et s'en est suivi une période de 4 ans où j'ai pu étudier l'art à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, où j'ai pu obtenir mon DNA et commencer mon master. S'en est suivi la dernière période d'études d'art qui a eu lieu aux Beaux-Arts de Marseille, où j'ai eu la chance d'obtenir mon DNSEP en juin 2022, il y a 1 an et demi de cela. Alors, en arrivant à Marseille, j'ai commencé à me poser une question qui maintenant est centrale dans ma vie. Cette question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que de travailler ? J'ai commencé à m'intéresser à la notion de travail, à la valeur aussi de mon travail d'artiste dans la société du travail, à m'intéresser aux différences qu'il y a entre le travail salarial, mais aussi le travail artistique. Et j'ai commencé à donner de la place aussi à l'ennui, à la poésie, à la contemplation. Et j'ai commencé à me poser la question de quelle est la place en fait pour cet ennui, pour cette poésie, pour cette contemplation, pour l'oisiveté en fait dans le monde salarial. Peut-être l'avez-vous remarqué, mais l'école des beaux-arts à l'administration donc accueille le pôle pédagogique et le pôle administratif. Et j'ai fait la demande à Pierre Houdard, donc l'ancien directeur des Beaux-Arts de Marseille, si je pouvais en fait faire comme un stage d'observation de 2 ans dans son bureau. Donc on appelle ça aussi une résidence. Donc j'ai fait une résidence en fait dans les locaux administratifs des Beaux-Arts de Marseille, où j'ai pu produire diverses installations in situ qui en fait questionnaient le rapport que j'entretenais avec le travail et les différences entre le travail salarial et le travail artistique. Donc je vous fais défiler quelques images succinctes des différentes installations que j'ai pu faire au sein des locaux de l'administration des Beaux-Arts. Oui, désolée. Notamment une pièce ici qui parle de l'ennui, où je suis restée enfermée à peu près 9 mois dans cette salle à travailler, à ne rien faire, si ce n'est qu'à
essayer de trouver des points d'équilibre entre de chaises et de biscottes. Alors, après cette période d'études d'art, donc s'en est suivi le diplôme, le DNSEP, j'ai commencé mon parcours d'artiste professionnel. Donc, on accède au troisième chapitre, l'émancipation de mon travail, devenir professionnel, mon parcours d'artiste après l'école. J'ai eu la chance, juste après mon diplôme, de partir faire ma première résidence. Donc, celle-ci a été organisée par l'Institut français en Italie et le Wonder Grottole, qui est une association qui se situe dans le village de Grottole en Basilicata, dans le sud de l'Italie, et qui a pour but de régénérer en fait le centre historique de ce petit village abandonné de 600 habitants, dont seuls 40 habitants habitent actuellement dans le centre historique. Je suis partie avec Jules Belveniste, qui est un metteur en scène que je ne connaissais pas, mais nous allions passer un mois ensemble. Et très vite, en fait, en arrivant dans ce village abandonné, nous nous sommes rendus compte que malgré le prestige de cette résidence, le prestige de l'Institut français, qui pouvait induire des conditions d'accueil, des conditions de résidence assez remarquables, eh bien, nous n'avions pas d'atelier, nous n'avions pas de lieu de production, pas de lieu de création. Nous n'avions uniquement un appartement avec 2 chambres et une cuisine. Donc, j'ai rapidement fait la demande à Andrea Paoletti de pouvoir bénéficier d'une maison vide, chose faite, car il nous a donné les clés de la maison de Mariangela, qui était la femme du barbier de Grottole. Et avec Jules, nous nous sommes rapidement mis au travail en entreprenant des travaux de rénovation dans l'entièreté de la maison. Donc nous avons refait les murs pendant une semaine, où la majeure partie des frais de production étaient dédiés à cela. Et une fois la pièce peinte en blanc, Andrea est arrivée donc dans la Casa di Mariangela et s'est exclamée avec une certaine joie à l'idée d'avoir un centre d'art à Grottole. Le lendemain, nous apercevons sur Google Maps que Andrea Paoletti a ajouté donc ce Wonder Grottole Studio sur Google Maps en tant que centre d'art. Nous avons décidé de prendre le pli et de devenir le directeur et la directrice de ce centre d'art en créant une page Instagram avec un open call qui permettrait à des artistes d'exposer au sein même de ce nouveau centre d'art. Parce que s'il est si simple de créer un centre d'art sur Google Maps, il peut être tout aussi simple d'en être son ou sa directrice sur Instagram. Cette histoire est allée loin, je dirais même très loin, trop loin, puisque tout le monde y a cru. Et nous sommes arrivés un soir avec Jules à recevoir un appel de l'ambassade de France en Italie, nous informant que Christian Massé, l'ambassadeur de France en Italie, a eu vent de cette histoire de centre d'art, de ce nouveau centre d'art, et qu'il aimerait une lettre, un courrier, lui décrivant un peu les étapes, la création, pour l'expliquer, la création de ce nouveau lieu d'art en Italie. Donc, nous nous sommes retrouvés tous les deux sur la table de la cuisine à écrire cette lettre pour l'ambassadeur, lettre qui nous a amenés jusqu'au Palazzo Farnese à Rome, en Italie, à l'ambassade de France, où nous avons été invités à prendre la parole devant 150 acteurs et actrices du monde de l'art en Allemagne, en France et en Italie, lors d'une journée de table ronde sur les centres d'art en Italie. Voilà. Donc c'était une fin de première résidence, mais aussi une première rencontre avec la fiction qui est devenue, on va dire, un allié, un ami dans ma production artistique. Alors, on part cette fois-ci pour une résidence un peu moins conséquente, parce qu'il s'agit d'une résidence aussi de recherche, donc cette fois-ci en duo avec Tilda Craquelin, qui est une très bonne amie à moi, une résidence qui a duré donc 2 semaines et qui s'est située à Hambourg, en Allemagne. Alors, avec Tilda, nous sommes très amis, mais la question qu'il s'est posée très rapidement, c'est: est-ce que l'amitié et le travail sont-ils compatibles et sous quelle forme? Alors, nous n'avons pas du tout réussi à travailler ensemble. La seule chose que nous faisions était de la parole, on va dire des échanges. Et nous voulions mettre en lumière justement ces moments de parole que nous pouvions avoir entre amis et qui avaient la plupart du temps eu lieu
dans notre lit avant de nous endormir. Donc nous avons décidé de descendre le lit dans la galerie et de donner à voir quotidiennement, tous les jours, ces deux amis qui parlaient et qui échangeaient. Donc, pour ainsi dire, nous avons dormi dans cette galerie pendant une semaine, qui du coup est devenu aussi un lieu de parole et de passage où beaucoup de personnes, le soir ou très tôt le matin, s'interrogeaient sur ces deux artistes dormant dans la galerie, et ça a amené aussi beaucoup de conversations et de contacts avec les passants dans cette même rue. Nous partons d'Hambourg pour partir dans le cercle polaire norvégien sur l'archipel de Fleinvar, Sørvær, toujours avec Tilda Craquelin. Nous partons sur une île pour faire une résidence de recherche d'1 mois et demi. Alors je tiens à préciser, parce que je parle de résidence depuis maintenant 10 minutes, nous bénéficions en France d'un système de résidence majoritairement gratuit, mais ce n'est pas le cas pour toutes les résidences dans le monde et en Europe. Il s'agissait ici d'une résidence payante, mais par mes connaissances, j'ai été invitée en fait à travailler gratuitement dans ce lieu pendant 1 mois et demi. Alors, vous pouvez voir à la magnificence, si je peux dire, de ce paysage, que nous-mêmes ne savions pas vraiment ce que nous faisions là-bas. Et beaucoup de personnes nous ont posé la question, que ce soit notre famille ou sur Instagram, à savoir qu'est-ce que vous faites là-bas en fait. Alors nous ne savions pas vraiment, parce que nos journées étaient plus ou moins dictées par une forme de spontanéité entre les aurores boréales, partir en bateau pour aller faire les courses, réparer des bateaux, arpenter les différentes îles de l'archipel, mais aussi faire des saunas et puis faire des randonnées sur les différentes îles que nous pouvions croiser. Après quelques jours, et on va dire quelques semaines, à arpenter ce territoire, nous nous sommes vraiment posé la question de qu'est-ce qu'était une résidence de recherche artistique. En fait, c'était ma 3e résidence de recherche et moi-même ne savais pas quoi faire en fait en tant que chercheuse en art. Donc nous avons décidé de prendre la nomination chercheuse en art, ce que nous étions, du fait de faire une résidence de recherche, de le transformer en chercheuse et d'associer le terme chercheuse à un terme qui est beaucoup plus commun et connu, en devenant chercheuse en sciences. Nous avons créé la French Institute for the Arctic Research, qui est l'Institut français pour la recherche arctique, dont Éric Doyer est le directeur. Éric Doyer, si je peux le rappeler, est docteur en biologie insulaire, spécialiste des zones polaires à climat tempéré. Donc cette même FIAR nous a engagé Tilda Craquelin et moi-même en tant que professeurs en biologie des organismes marins à la faculté des sciences de Chambéry. Nous avons, grâce à la FIAR, procédé à un grand nombre d'expérimentations et de recherches. Ici, vous avez un ensevelissement de chercheuses qui a duré 14 minutes 32. Ici, vous allez avoir justement une captation vidéo de 2 chercheuses qui cherchent. À votre gauche, vous avez le prélèvement du premier artistique et à droite, une extraction de carottes glaciaires. Et pour terminer, nous avons ici un prélèvement de vidéo sur une expérimentation qui s'appelait « Battre la neige en neige ». Donc, s'en est suivi tout un tas d'expérimentations et de vidéos propres à ce temps de résidence. Nous partons de Norvège pour retourner à Hambourg, en ville. Alors, vous pouvez vous douter qu'au vu de cette expérience norvégienne, on a vraiment décidé de mettre l'importance sur le vécu, sur le vivant, sur vivre l'expérience de résidence et non pas se soucier en fait des dictats du monde de l'art et de répondre à une certaine tendance. On était vraiment en dehors de ce monde de l'art, en dehors de la ville, en dehors de ce qu'on connaît aussi de nos mécanismes citadins. Donc très rapidement, je pars de Norvège pour partir à Hambourg, faire une résidence encore de recherche qui ici durera 3 mois. Alors très vite, je suis retournée à mes mauvaises habitudes. J'ai voulu trop faire, j'ai voulu produire aussi pour me rassurer, revenir vers une certaine forme de matérialité en ayant en fait un mécanisme de production qui était uniquement dédié à ma propre, non pas une forme de fierté, mais à ma propre reconnaissance en fait de vouloir faire pour me rassurer.
J'ai très vite compris que ça n'allait pas parce que je n'étais pas du tout épanouie dans mon travail et il n'y avait aucun travail qualitatif et aucune joie qui pouvait s'exprimer à travers toutes les pièces que j'ai pu penser à Hambourg. J'aimerais faire un petit aparté justement en parlant de ce qui a pu se passer en Allemagne. Une petite aparté sur ma pratique du sport, qui est très importante aussi dans ma pratique d'artiste. Bien souvent, les personnes pensent qu'être artiste et être sportive n'est pas possible. Quand je dis que je cours, que je boxe ou que je fais de l'alpinisme, les gens me regardent de travers et ne me croient pas. Alors je permets de leur rappeler souvent qu'en fait, la pratique sportive est très bénéfique justement pour mener une pratique d'artiste, que ce soit en faisant de l'escalade, du trail, de la course de fond, de la boxe ou encore du ski. Chaque pratique va justement insuffler une énergie, une force différente qui va nous permettre justement de mieux assurer ses missions en tant qu'artiste. Parce que vous pouvez vous douter qu'entre la préparation d'une conférence, la préparation d'une exposition ou la préparation d'une résidence, l'énergie ne va pas être la même, la préparation ne va pas être la même, l'endurance ne va pas être la même. Et ça va être exactement la même chose avec le sport. Donc, le sport m'apprend aussi à gérer mon endurance, à gérer ma force et gérer les différents rythmes de travail. Donc nous revenons à Hambourg justement, nous finissons cette aparté sportive et je me permets de vous présenter ce graphique qui m'aurait énormément aidé si j'y avais pensé un petit peu plus tôt à Hambourg. Donc vous avez en haut la version rapide d'une résidence. Donc on va dire que cette version rapide me représente moi en avril dernier où j'ai commencé une résidence d'une manière un petit peu trop rapide. Ce qui m'a permis, enfin non pas permis, mais ce qui a fait de moi une artiste qui n'arrivait plus à faire au milieu de résidence. J'ai donc décidé de travailler mon endurance en fait et d'arrêter toute pratique artistique au bout de 4 semaines de résidence à Hambourg et de me concentrer en fait sur un réel entraînement pour devenir endurante et finir cette résidence. Alors quand je dis arrêter toute pratique artistique, j'ai vraiment arrêté toute production et je me suis uniquement concentrée sur un entraînement de marathon pour travailler mon endurance. Donc je me suis entraînée pendant 2 mois et le 27 juin 2022, j'ai couru mon premier marathon, donc tout autour du lac Alster. Donc j'ai invité les curateurs, les curatrices, commissaires d'exposition, artistes, mais aussi collègues et voisins que j'avais rencontrés tout du long de cette résidence et avec qui j'avais eu de nombreuses conversations sur mes difficultés à produire, à venir courir, faire du vélo ou m'accompagner le temps de ce marathon. À noter que le parcours du marathon est un parcours qui tourne en rond aussi pour symboliser toutes ces semaines de détresse où j'ai pu tourner en rond dans mon atelier avant de courir ce marathon. Alors nous terminons non pas cette conférence, mais cette période de résidence à Hambourg pour revenir à la maison à Marseille où j'ai eu la chance, donc une semaine après ce marathon, j'ai pu bénéficier d'un atelier en tant qu'artiste associé au Centre d'art marseillais Triangle Astéride. Mais comme vous avez pu le voir au niveau de la date, je suis arrivée dans cet atelier au mois de juillet. Au mois de juillet, j'avais besoin de vacances. Un sentiment qui est très présent dans ma vie est aussi le sentiment de culpabilité. Vous pouvez vous en douter que, en tant qu'artiste, et au vu de l'influence de ce centre d'art qu'est Triangle Astéride, en arrivant au mois de juillet dans cet atelier, j'ai eu le fort sentiment de devoir partir en vacances et en même temps, comment est-ce que je pourrais partir en vacances si je suis en train de commencer une période de travail avec le centre d'art sur Marseille. Donc j'avais énormément du mal à en fait couper cette période de travail pour bénéficier de vacances et je culpabilisais énormément à l'idée de lâcher cet atelier et donc de squeezer en partie cette opportunité de travail avec ce centre d'art. J'ai donc réalisé cette pièce qui s'appelle « Cher travail, je préfère l'été à toi » et qui est un poème, en fait, tout simplement, où j'explique à mon travail que j'aime l'été et qu'il fallait pour moi, en fait, partir et lui faire ses adieux pour pouvoir partir en vacances tranquillement.
Donc j'ai laissé cette pièce dans mon atelier pendant à peu près 2 mois qui a été ma période de vacances du mois de juillet au mois d'août. Alors, concernant cet atelier, Triangle Astéride est un centre d'art, comme vous l'avez compris, bénéficiant de 5 ateliers. J'ai eu la chance, enfin du moins la chance, d'avoir le plus grand atelier, alors que j'ai une pratique de l'écriture et que je n'ai aucun besoin en fait matériel d'avoir un si grand atelier. On fait un petit saut dans le passé avec cette photo de moi, comme vous avez pu la voir tout à l'heure. Je vous ai expliqué que j'avais aussi un goût pour le jeu de rôle et pour le théâtre étant petite. Alors, quand je suis arrivée dans cet atelier, je me suis posé la question de qu'allais-je donc faire de cet atelier plus grand que mon propre appartement. Et j'ai pris cette opportunité de transformer cet atelier en scène, en scène de théâtre, où j'allais commencer un réel travail performatif pendant 6 mois. Ma première performance s'appelle donc Abolir la rentrée, où c'est une performance qui a eu lieu dans l'atelier et qui traite de la notion justement de culpabilité à ne pas travailler en tant qu'artiste. La première, on va dire, vraie performance qui a accueilli un public a eu lieu 1 mois après. Elle s'appelle La Veuve et l'ordinateur. Je pense que nombreux et nombreuses d'entre vous connaissent les portes ouvertes de Triangle Astéride, qui est un événement, on va dire, incontournable dans l'agenda de la scène culturelle marseillaise. 2 semaines avant ces portes ouvertes, ces open studios de Triangle Astéride, je ressentais une grande angoisse, on va dire, à l'idée de présenter mon travail, parce que artiste de bureau, qu'avais-je donc à présenter autre qu'un atelier vide avec une artiste sur son bureau écrivant. Donc je ne savais vraiment pas quoi présenter pour ces portes ouvertes. Et j'ai envie de dire comme un miracle, mais pas vraiment. Un beau matin, mon ordinateur dans la cuisine s'est cassé, sans prévenir. Et je me suis sentie totalement désarmée, si je puis dire, sans capacité en fait de produire. Et j'ai réalisé aussi la dépendance que j'avais avec mon seul outil de travail, qui était mon ordinateur. J'ai donc décidé d'organiser ces funérailles, où 127 personnes étaient présentes pour assister à cet hommage d'ordinateur, où j'ai pris l'opportunité. J'ai pris un temps pour lire cet hommage funéraire, qui était en fait le texte de la performance, qui parlait de ma dépendance à mon ordinateur et de mon appartenance au fait que j'étais une artiste de bureau et que je n'étais pas forcément une artiste de la matérialité. La dernière performance a été écrite au mois de novembre dernier. Elle a eu lieu à Coco-Velten, mais c'est aussi une performance qui a donné lieu à une captation, un travail vidéo. Cette performance s'appelle I Want to Be et elle a été pensée suite à mon agacement face aux nombreux portraits d'artistes que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, ces nombreux portraits d'artistes se mettant en scène justement devant leur travail. Donc c'est un texte, c'est une performance qui parle majoritairement de l'appartenance à la marge de ces artistes, de l'utilisation de leur propre marginalisation à des fins marketing pour se vendre et vendre leur travail. Alors, on a terminé cette partie de résidence et nous allons maintenant partir sur un chapitre un petit peu plus général aussi sur la vie d'artiste, où nous allons aborder la sortie d'école avec ses surprises et ses aléas. Alors, je vous laisse prendre part de ce graphique. Alors, nous allons aujourd'hui nous intéresser majoritairement aux difficultés économiques et aux difficultés psychologiques que l'artiste peut rencontrer en sortie d'école. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre note de ma philosophie de vie, de ma spiritualité, à travers cette phrase que je mets en pratique tous les jours. Un problème n'est pas une fatalité, mais une opportunité de se challenger et de le dépasser. Alors, gardez bien cela en tête pour aborder en fait tous les sujets qui vont être cités prochainement. Concernant les difficultés économiques, d'où viennent-elles ? Eh bien, majoritairement du fait qu'en tant qu'artiste-auteur, nous ne bénéficions pas du statut de l'intermittence, mais aussi du fait que du non-paiement ou de la mauvaise tarification des honoraires d'artistes, car bien souvent, nous pouvons être payés, et quand nous sommes payés, nous pouvons être mal payés.
Alors, je vais vous donner un petit exemple très clair. Donc, pour mon année 2023, du coup, vous avez pu voir l'ensemble et la densité des choses qui ont été parcourues et qui ont été faites. Donc, cela représente plus communément une année relativement très réussie. Cette année a été marquée par 0 vente, donc 6 résidences, 3 expositions, dont 2 à l'international, 1 conférence, 12 rencontres professionnelles, 5 ateliers avec les publics et 5 performances. Pour cette année 2023, j'ai gagné un total brut annuel de 7 850 €, ce qui nous fait un total brut mensuel de 654 €. Nous avons donc un total net annuel de 6 515,50 €, ce qui me fait un salaire mensuel de 542,95 €. Alors, quelles sont mes solutions face à cette difficulté économique ? Eh bien, avant tout, l'emploi alimentaire. Donc, vous pouvez me retrouver tous les dimanches de 8h à 13h30 sur le marché du Vieux-Port. Et je suis aussi traiteur pour des tournages de films et de publicités dans toute la région PACA. Mais aussi la lutte, militer pour être payé plus justement. La lutte aussi fait partie de mon travail. Et c'est une forme d'inflexibilité que de demander aussi d'être payé plus justement, d'être payé du moins convenablement en fonction des situations et en fait des heures travaillées. Alors, concernant les difficultés psychologiques, quelles sont-elles ? On va noter 3 grandes difficultés psychologiques. La première va être la compétitivité du milieu, où le milieu de l'art nous demande d'être le ou la meilleure pour se distinguer et briller. La deuxième difficulté psychologique va être la création, avec les hauts et les bas dans le processus créatif, mais aussi les doutes et les peurs que nous pouvons rencontrer, ainsi que la remise en question de sa valeur, qu'elle soit personnelle ou de la valeur de son travail artistique. La troisième difficulté psychologique concerne la désillusion, et c'est peut-être la première difficulté que l'on rencontre en sortant d'école, en se questionnant ah, c'est ça, être artiste. Alors, ma première solution face à la compétitivité du milieu, je me permets de faire un petit saut dans le temps et de revenir au mois de janvier, il y a 1 an, lorsque j'ai fait ma première exposition La Relève 5 au Château de Servières, où l'équipe du Festival Parallèle me demande des écrits, me demande de la documentation de journalistes sur mon travail. Donc en fait, des écrits de journalistes sur mon travail. Personne n'a écrit sur mon travail, mais cette demande en fait n'a pas été la première depuis ma sortie d'école. Et je me suis dit, mais comment être la plus complète, comment répondre justement à cette demande que le milieu de l'art nous donne, ayant des capacités d'écriture et aussi ayant des capacités de design graphique. Personne n'a écrit sur mon travail, mais je sais écrire, je sais mettre en page des textes. J'ai donc décidé de créer ma propre revue pour pouvoir signer mes textes. J'ai donc créé le Being an Art Journalist Review, qui est une revue en ligne. Cette revue a embauché depuis 1 an et demi 8 journalistes, donc tous fictifs effectifs, dont Aude Pulvia, Barbara Brook ou encore Victor Stolfer. Le badge a été en fait un premier pas vers le conseil que je peux avoir envers les jeunes artistes, car j'écris désormais pour des jeunes artistes et je leur donne aussi beaucoup de conseils concernant des envois de dossiers, par exemple, pour des résidences ou pour tout type d'appel à la candidature. Car, et ça je n'en ai pas parlé, mais l'école des beaux-arts nous prépare à être des artistes, mais chose que l'on ne sait pas avant de sortir d'une école, c'est que être artiste, c'est peut-être la dernière chose que l'on nous demande d'être et de faire en sortant d'école. C'est-à-dire qu'en sortant d'école, on va devoir être son propre community manager, son propre graphiste, son propre photographe. Être artiste, c'est aussi être fêtard, social, avoir la tchatche, savoir parler, chose que nous ne apprend pas forcément en école d'art. Mais ça, le badge non plus. Deuxième difficulté psychologique, on va rencontrer donc ce qui concerne les problèmes créatifs, donc les hauts et les bas dans le processus créatif, les doutes et les peurs et la remise en question de sa valeur.
J'ai eu des très gros moments de up et des très gros moments de down en tant qu'étudiante et aussi en tant qu'artiste. Et face à ce problème où mon processus créatif oscille entre des moments de gloire et des moments beaucoup moins glorieux, j'ai décidé de devenir coach de vie spécialiste du travail pour conseiller les artistes et les sortir de leur zone justement de doute et de down. Je suis donc devenue la CEO de l'art sinusoïdal, donc coach de vie spécialiste du travail et artiste consultante. L'art sinusoïdal a fait sa première apparition au château de Servières l'année dernière avec une première présentation de ce coaching personnalisé qui vise à aider les artistes. Sur cette présentation de l'art sinusoïdal était proposée donc pour le lancement une newsletter gratuite où toutes les personnes pouvaient s'inscrire à cette newsletter et recevoir des conseils pour les aider dans leur quotidien d'artiste. Alors, j'ai reçu quelques 300 mails, donc 300 inscriptions, et comment vous dire, face à la pression, la peur de mal faire, mais aussi la peur de décevoir, j'ai totalement été bloquée. J'ai vécu une grosse période de down, donc la coach était en down, malheureusement, et ne pouvait aider quiconque. Et quelques semaines après, j'ai reçu un appel pour participer au Printemps de l'Art Contemporain, donc un festival marseillais, et participer à une table ronde qui a eu lieu aux ateliers Jeanne Barré en mai 2023. J'ai été invitée à parler de l'art sinusoïdal, mais comment vous dire que si écrire une newsletter à 300 personnes m'a totalement bloquée, alors parler de l'art sinusoïdal en conférence ou en table ronde représentait un challenge encore plus ambitieux. J'ai donc décidé d'écrire ma première conférence, ma première performance, qui s'appelle Histoire d'un échec, donc qui a eu lieu aux ateliers Jeanne Barré, et qui était une conférence qui parlait de mon échec en fait en tant que coach de vie et de plus généralement la place de l'échec et la place de l'erreur dans le processus créatif et dans le monde de l'art. Alors la dernière difficulté psychologique, ça va être la désillusion. Ah, c'est ça être artiste. Donc je ne vais pas en parler beaucoup, mais on va dire que je mène un travail de prévention et de communication à travers les publics, en informant et en prévenant aussi des étudiants et étudiantes en école d'art, en fait, de la réalité de ma vie d'artiste. Alors, nous arrivons sur un bilan de fin de conférence sur moi. Donc, nous allons aborder dans un premier temps ma vie, quelle est la vie que j'ai choisie. Dans un deuxième temps, quelle a été l'évolution de mon épanouissement dans ma pratique d'artiste. Et en petit 3, mon conseil et non pas mes conseils. Alors, quelle est la vie que j'ai choisie ? Je vous laisse jeter un œil quelques minutes. Voilà. Alors, petit 2, l'évolution de mon épanouissement dans ma pratique d'artiste. J'ai déjà abordé mes études d'art, mais je n'ai pas vraiment parlé de ce que je faisais en fait au début de mes études d'art. Alors, le début de mes études d'art, donc la période de 2015 à 2021, a été marquée par une pratique vraiment pluridisciplinaire, donc un vrai éparpillement. Je me cherche, mais je ne me trouve pas. Je fais ce qui me semble être conventionnellement bien et attendu pour une élève en école d'art. Désir de répondre à la tendance et faire comme celles qui réussissent. On note un taux d'épanouissement à 15% avec comme point positif le plaisir de la découverte. La partie fin d'études va concerner donc l'intégralité du master aux Beaux-Arts de Marseille. On va noter un début de pratique pour l'installation in situ et pour la performance, un intérêt pour le monde du travail avec cette résidence qui a eu lieu en milieu salarial. On va avoir un début des questionnements aussi sur ma condition d'artiste travailleuse qui me suit jusqu'aujourd'hui. Mais quelque chose ne fait pas sens, mais je ne sais pas encore quoi. On note un taux d'épanouissement de 40% avec comme point positif une sensation d'accomplissement. Nous arrivons sur la dernière période, donc ma vie d'artiste de 2022 à plus tard, avec ma pratique de la performance qui a vraiment éclos. Une étude plus approfondie en fait de mon processus créatif et de l'écosystème du monde de l'art dans lequel je me situe.
Il y a une grande place désormais laissée au jeu, un détachement de l'attente induite par le milieu de l'art, par la mise en pratique du « je fais ce que j'aime, j'y crois et on verra bien ce que ça donnera ». Alors on note un taux d'épanouissement de 85% avec comme point positif de la joie. Alors, mon conseil est le suivant. Vous l'aurez compris, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et je me permets de clore cette conférence sur moi. Merci beaucoup. Donc, on a du temps pour s'il y en a qui souhaitent poser des questions à Zoé. Voilà. Nous, on se retrouvera ensuite, après ce temps-là, on se retrouvera dans l'atelier de première année pour continuer l'échange avec Zoé. Mais on peut prendre un moment ici, sans tout déménager tout de suite là-haut, pour, voilà, si vous avez des questions à poser à Zoé. Donc, tu as une forme de travail final qui est assez immatérielle, on va dire. Par rapport à tes études, est-ce que tu t'es trouvé à faire d'autres formes de production Ouais, j'arrive pas trop à la forme. Oui, alors on va dire que j'ai vraiment commencé avec j'ai commencé avec tout type, mais comme on peut commencer aux Beaux-Arts avec tout type de pratique où je pouvais autant faire de la gravure, de la sculpture, de la vidéo, du son. Au début de mes études, après c'est vrai qu'à mon master à Marseille, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'installation in situ et je me situais beaucoup plus dans de l'installation et de la sculpture, et c'est en partant en fait de l'école et en étant beaucoup plus mobile avec toutes ces résidences que j'ai commencé à considérer en fait la nécessité de dématérialiser tout mon travail aussi. Ouais. Sur cette notion de dématérialisation du travail, alors même pas du travail, mais de la production en tant que telle, pour revenir sur des questions économiques, donc je pense que le fait d'avoir un travail immatériel, déjà ça permet que ça coûte moins cher en production. Mais par contre, comment ça se monnaie et qu'est-ce que tu peux vendre? Je vends des performances et des conférences, c'est la seule chose que je vends. Sinon, la majorité de ce que je peux monétariser, ce sont mes résidences, mes temps de résidence uniquement. Mais je ne vends rien. Mais j'ai un projet là, par exemple, pour 2024. Bon, c'est une exclusivité, hein. Je ne suis pas trop censée vous le dire. Mais je commence un duo de peinture qui s'appelle The Duo, Dreaming of a Painting Sale, qui en fait va être un duo performatif de peinture dans l'unique but de vendre de la peinture. La peinture reste une valeur refuge? Oui. Ah oui, je l'assume complètement. C'est secret encore. Je peux pas le dire. Tout est secret. En fait, j'ai que des droits de diffusion pour le nom et c'est tout. Cher Zoé, excusez-moi. Moi, sur Instagram, là, je suis tombé sur une page et il se trouve que voilà, je sors d'école d'art et donc je suis un plasticien, quoi. J'aime bien construire des trucs, etc. Mais de là après à vendre mon travail, c'était une sacrée galère. Alors je me suis dit, il faut que je fasse appel à quelqu'un pour en fait gérer mon portfolio. Au moins que j'en ai un, ça serait merveilleux. Et donc je me suis dit, bon, si jamais je dois faire des résidences, il faut que j'ai un portfolio. Qui est-ce qui, dans mon entourage, est vraiment calé là-dessus? Je regarde sur Instagram, etc. Pétard, Zoé. Zoé est comment elle m'a été décrite? Comme quelqu'un qui, quand elle voit un portfolio, fait quelque chose genre comme ça. Ok, on va faire un portfolio. Et donc je me suis dit, est-ce que je la ferais pas travailler?
j'ai fait un chantier au black, je me suis dit, ok, bon, j'avais un peu de sous, pas grand-chose. Hein. Je me suis dit, est-ce que je la fais travailler? Oui, je la fais travailler. Mais aujourd'hui, il y a un stress qui arrive, c'est-à-dire que si jamais tu vends uniquement de la performance, est-ce que mon portfolio sera une performance en elle-même? Oh, waouh! Et donc, ça signifie qu'il sera peut-être embelli. Oh, waouh! Et qu'il ne reflètera pas tout à fait la réalité. Oh, waouh! Et donc, peut-être que je pourrais vivre de mon art. Oh, waouh! Ok, merci. Je vous ai répondu à toutes mes questions. Merci Maxime. Non, et c'est là. Moi, ça me fait penser aussi au dossier de candidature, parce que je me suis rendu compte qu'envoyer des dossiers, en fait, ça représentait 85 voire 97% de mon temps. Et suite à ce seul et unique conseil qui stipulait de s'amuser, j'ai décidé en fait de commencer à m'amuser aussi dans mes dossiers de candidature. Et un jour, il y a Tilda qui m'a dit, Zoé, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une exposition personnelle de tous tes dossiers de candidature, de toutes tes lettres de motivation, parce que je me suis dit, quitte à passer tout mon temps à écrire des lettres de motivation, autant que ça devienne un vrai sujet en tant que tel, et à commencer à vraiment m'amuser à écrire des lettres de motivation. Donc ça passe pas tout le temps, hein, parce que c'est vraiment, ça peut vraiment partir dans tous les sens, mais au moins, je passe un bon moment à écrire tous ces dossiers. Est-ce que vous connaissez les commissaires anonymes? Non. Parce qu'ils ont publié, enfin, il y a une publication qu'ils ont faite qui s'appelle Vicky va avec, biographie d'une artiste très professionnelle. Et en fait, c'est aussi le parcours du combattant, mais d'une artiste fictive. Mais du coup, c'est en ayant interviewé plusieurs artistes, c'est retracé aussi le parcours de cette artiste très professionnelle, mais fictive. Mais voilà, ce sont les commissaires anonymes qui ont. Voilà. Et ils sont où? Ils sont dans la région Rhône-Alpes, Annecy, voilà. Et ils sont anonymes, mais ils existent. Ouais. Je rebondis du coup. Je voulais savoir justement à quoi ressemblaient vos notes d'intention dans vos dossiers de candidature pour les résidences, notamment quand, si j'ai bien compris, le point de départ de vos projets, c'est justement de ne pas savoir ce que vous allez faire. J'avais l'une des premières notes d'intention, ça avait été celle pour la résidence à Hambourg, où en fait j'avais défendu l'idée que je ne savais pas si je partais en vacances ou pas. En fait, j'avais fait une première résidence de 5 jours au tout début, juste après mon diplôme, et puis je ne comprenais pas trop le principe. En fait, je me suis dit, je me lève à l'heure où je veux, je me couche quand je veux, je peux manger des frites toute la journée si je veux. Je suis censée j'ai appelé ma mère et je ne sais pas si je suis au travail ou si c'est des congés. Et j'écrivais cette lettre pour Hambourg, et en fait, je leur ai dit dans la lettre, en fait, j'ai l'impression d'être en vacances, et le problème, c'est que vous me demandez de vous dire ce qui va se passer, mais je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Donc je suis désolée, je vais juste vous dire que je ne sais pas. Et c'est tout, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, je vais être au travail, parce que regardez, je sais travailler, c'est pour ça que je vous envoie un portfolio, pour vous montrer comme je suis une bonne élève, mais après, je ne peux pas vous en dire plus. Et il y avait une exposition aussi à Zurich, où j'avais envoyé un dossier, ça s'appelait une exposition surprise. En fait, c'était un dossier de 25 pages où je représentais une exposition surprise où moi-même, j'allais être surprise de ce que j'allais faire. Bon, j'ai pas du tout été prise, mais c'est aussi jouer avec le fait que je ne sais pas moi-même ce qui va se passer. Et je défends l'idée de, quand je vais aider des personnes à écrire des notes d'intention, à faire des relectures de dossiers, et que je vois des personnes qui écrivent des projets dans une précision qui m'alarme peut-être un peu trop, parce qu'en fait, il laisse très peu de place à la spontanéité, et aussi au vécu, au vivant, en fait, de l'expérience, qui pour moi est la caractéristique première d'une résidence. C'est aussi de se laisser aller et de voir ce qui va se passer. Je leur dis, tu pars où cet été? Ok, tu vas à Malte. Est-ce que tu sais ce que tu vas manger le 27 juillet? Non. Donc, comment est-ce que tu peux savoir ce que tu vas faire en résidence? Si on peut avoir des grandes lignes, avoir des intérêts, mais pour moi, c'est totalement faux que de préciser un projet qui aura lieu dans des mois, dans une ville qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne connaît pas, une lumière qu'on ne connaît même pas, en fait. Du coup, parfois, ça marche.
Vous êtes prise Ouais. sur... Ouais. Enfin, je sais pas. La première fois, c'était pour ma résidence à Hambourg et j'ai été très étonnée et je me suis dit ah ok, ça marche. Et là je me suis dit cool, je vais pouvoir faire que ça maintenant. Et bon, il y a beaucoup de ratés, hein. Mais c'est le jeu. Après, il faut aussi l'accepter. Ça fait partie du. Mais oui, ça marche. Pour la résidence à Triangle, j'avais défendu l'idée que j'avais pas besoin d'atelier, mais qu'en fait j'avais envie de travailler à Marseille. Et je leur ai dit, je crois que j'ai pas du tout besoin d'un atelier. En fait, je suis en train de partir, je suis en train de dériver vers la performance. J'ai juste besoin d'un bureau et vous me proposez un atelier de 80 mètres carrés. Mais en fait, je crois que j'ai juste envie de travailler à Marseille, mais j'en ai marre d'être dans ma chambre, quoi. Enfin, si je travaille encore 6 mois de plus dans ma chambre, là, je vais commencer à pleurer et ça va. Donc, donnez-moi juste un endroit. Et en fait, cet endroit, c'était peut-être l'un des meilleurs ateliers de la ville. Et bah, ça a marché. Désolé de monopoliser la parole, mais je voulais revenir sur l'amusement. Est-ce que, à titre personnel et à titre surtout professionnel, est-ce que vous pouvez me donner votre conseil pour moi qui, du coup, j'ai envie de fabriquer des trucs, c'est ma spécialité, je passe tout mon temps à ça, et j'ai absolument pas envie de m'amuser à faire un dossier parce que ça m'amuse pas. On fait comment? On continue à créer, ok? On sent budget. Je pense qu'il faut que tu continues jusqu'à temps que tu prennes le pli. C'est exactement comme la course. Les 10 premiers kilomètres, c'est hyper pénible et c'est vraiment pas un bon moment, mais au bout d'un moment, tu commences à savoir quel est ton rythme et là, tu commences à prendre du plaisir. Moi, mes premiers dossiers, c'était vraiment pas une partie de plaisir, hein, mais après, tu arrives à savoir avoir le potentiel dans un portfolio, où est-ce que tu t'amuses, qu'est-ce que tu préfères faire. Et après, tu peux déléguer, tu peux demander à tes amis aussi de faire tes portfolios. Merci Zoé pour ces précisions. Je crois que du coup, c'était plutôt clair. Du coup, je voulais aussi savoir, c'est un statement d'incarner un truc ultra corpo et qui va à l'encontre un peu de l'image de ce que c'est être artiste et tout ça. À partir de quel moment tu t'es dit, ok, je vais me définir comme ça, alors que la plupart du temps, l'émancipement qui se passe au sein d'une école d'art va tout à l'inverse et cherche à aller dans une direction opposée à ça? Je pense que c'est quand j'ai commencé à travailler avec la fiction. Quand j'ai dû choisir une tenue pour aller à l'ambassade. Où j'étais chez moi et j'étais en culotte et je me suis dit comment est-ce qu'on s'habille pour aller à l'ambassade pour présenter un centre d'art. Et là je me suis dit bon, je crois qu'il va falloir que je joue avec la limite du réel et de la fiction, que je sois pas totalement dans un personnage et que je sois pas totalement Zoé Ledoux, mais que je joue avec on sait pas trop qui elle est, on sait pas si elle se fout de notre gueule totale ou pas, parce qu'en fait dans les deux cas ça marche. Et